TV. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. On va évidemment parler budget, impôts, emploi et patron, parce qu'aujourd'hui c'est l'adoption ou non du budget. François Bayrou qui engage sa responsabilité à travers le 49.3. Voilà ce que vous avez déclaré des patrons. Les grands patrons aujourd'hui coulent le pays. Les rats quittent le navire. Est-ce que vous savez combien LVMH a payé d'impôts l'an dernier ? Oui, ce que je sais aussi, c'est que Bernard Arnault a été soumis à un redressement fiscal assez sérieux en 2017, puisque son nom figurait dans les Paradise Papers et qu'il plaçait son argent dans 7 paradis fiscaux. Donc je sais que c'est aussi un fraudeur fiscal. Combien a-t-il payé d'impôts l'an dernier, LVMH ? Je crois que c'était 3 milliards, c'est ça? Quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. C'est un peu plus de 2,5 milliards d'euros en 2023. En réalité, ils ont payé 6 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés dans le monde, dont 40% effectivement en France. Est-ce que vous savez combien il y a d'emplois LVMH en France? Là, c'est une très bonne question. En fait, il y a 40 000 emplois LVMH en France sur 200 000 emplois en tout. Donc, le Made in France est très relatif puisque c'est à peu près 20% des emplois qui sont en France. En fait, il y a 40 000 salariés directs, vous avez parfaitement raison, et on estime à environ 200 000 emplois indirects d'LVMH en France. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le salaire moyen de ces 40 000. Vous le connaissez? Bon, écoutez, je pense qu'il est à peu près autour du salaire moyen des Françaises et des Français. Il est à 5 780 euros. Et c'est sans la prime qui est de 9 000 euros par an et par salarié. Et 95% des salariés d'LVMH sont en CDI. Est-ce que vous estimez qu'ils coulent le pays ? Oui, j'estime que les grands patrons et les multinationales coulent le pays parce qu'aujourd'hui, la France est un des pays industrialisés qui a des grandes entreprises qui sont les plus internationalisées et qui ne jouent plus le jeu de l'emploi en France. Aujourd'hui, ce ne sont pas les petites entreprises qui délocalisent, ce sont les grandes. Ce à quoi on assiste, c'est à Michelin qui supprime plus de 1000 emplois en France. On va y revenir. Pour délocaliser. C'est Renault qui refuse de s'engager sur les volumes et qui est en train de, par exemple, fermer les fonderies de Bretagne, une entreprise de 350 salariés qui s'est diversifiée, modernisée, etc. parce que Renault refuse de s'engager. Voilà ce que font les multinationales en France. Le problème, c'est que elles n'ont jamais fait autant de profits depuis 15 ans. Voilà les chiffres. Les dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Je m'étonne que vous m'ayez pas interrogé sur ce point. 100 milliards d'euros de dividendes pour les entreprises du CAC 40 et que aujourd'hui, dès qu'on parle de les mettre à contribution pour l'intérêt général, elles viennent pleurnicher. Ça n'est plus possible. Quand vous dites qu'il coule le pays et quand vous faites référence à Michelin, ça m'intéresse particulièrement le cas de Michelin parce que Michelin a, il y a quelques années, plaidé au contraire pour un salaire décent. Ils étaient aux avant-postes d'une sorte d'entrepreneuriat social et aujourd'hui, à l'inverse, le patron de Michelin, il tient à peu près le même discours que Bernard Arnault. Il estime effectivement que ça devient quasiment un enfer d'employés en France. Il parle d'un cauchemar à propos de la France et des entreprises en France, et on le sait, ils sont en difficulté, y compris sur le front de l'emploi. Ça veut dire qu'il n'était pas de mauvaise volonté, le patron de Michelin. On ne peut pas dire qu'il était de mauvaise volonté quand il était pour le salaire décent. Non, en fait, Michelin a toujours eu la même stratégie. C'est pas nouveau ce qui se passe. Michelin, depuis 20 ans, s'internationalise, a créé des doublons en faisant les mêmes productions que celles qu'il fait en France, en Asie du Sud-Est, et en mettant les ouvriers en concurrence. Et aujourd'hui, pour maximiser ses profits, il ferme les sites. Michelin, c'est une entreprise qui va très bien, qui fait des milliards de bénéfices et qui aujourd'hui organise une casse sociale violente en France. Demain, les salariés de Michelin seront encore en grève et encore en action, à Cholet d'ailleurs. Et ça veut dire que pour vous, Sophie Binet, ça n'a rien à voir avec le coût du travail? Ça n'a à voir qu'avec le profit. Bah oui, c'est que le problème, c'est que on nous met en concurrence au plan mondial, qu'avec l'élection de Donald Trump, les grands patrons se sentent poussés des ailes, puisque Bernard Arnault tient ses propos juste après être rentré de... Et c'est ce qu'il dit, il dit c'est la douche froide quand on arrive en France après ce qu'il a vu aux États-Unis. Oui, sachant que les mesures fiscales proposées par ce gouvernement sont en deçà de celles du précédent gouvernement. Et donc pourquoi est-ce qu'ils se mettent à pleurnicher aujourd'hui? Parce que ils voient qu'ils pourraient faire davantage de profits en partant aux États-Unis. Et ça pose quand même un problème de patriotisme économique. Les grandes entreprises, les grands patrons ont une nationalité, ils doivent jouer le jeu du Made in France. Ils doivent jouer le jeu du Made in France, y compris si effectivement il y a une taxation qui revient à taxer surtout ceux qui produisent en France. On précise qu'effectivement ce qui n'est pas produit en France, ce qui est produit à l'étranger ne sera pas taxé. C'est logique en fait. Malheureusement, c'est la fiscalité de chaque pays qui s'applique. Il faut bouger là-dessus. Et d'ailleurs, mais l'effet pervers, vous le comprenez ou vous estimez qu'il n'existe pas du tout?
Eh bien, ce qu'il faut, c'est protéger nos frontières et protéger notre industrie. Protéger nos frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut interdire toute délocalisation? Déjà, et puis surtout qu'il faut protéger l'industrie européenne et il faut que ces mêmes grands patrons se fassent entendre pour dire il faut des barrières douanières pour protéger l'industrie européenne face à l'industrie chinoise ou à l'industrie américaine. Et là-dessus, on ne les entend pas. C'est un peu utopique de penser qu'on va réussir à fermer les frontières aux délocalisations. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu dangereux de nous dire qu'il faut toujours tirer vers le bas l'impôt, les salaires et les droits sociaux et environnementaux? C'est pas du tout s'aligner sur quoi? Sur le Bangladesh à la fin? Je trouve juste intéressant de savoir quelle est la réalité ensuite concrète. Quand vous parliez tout à l'heure de la question du coût de l'emploi ou non, l'argument principal du patron de Michelin, par exemple, c'est de dire en 2019, la production de pneus coûtait 100 € en Asie, 127 aux États-Unis, 134 en Europe. En gros, c'était à peu près du même ordre. En 2024, il dit que pour cette même production, quand ça coûte 100 € en Asie, ça coûte 176 € aux États-Unis et 191 € en Europe. Donc lui, il fait le constat qu'effectivement, c'est devenu beaucoup plus cher et que l'écart est devenu trop important. Oui, malgré cela, les pneus, il les vend beaucoup plus cher que le coût qu'il le paye en Europe. Et donc, il peut tout à fait assumer le fait de produire ces pneus en Europe. C'est tout à fait assumable en termes de modèle. Je vais vous prendre un autre exemple sur l'automobile. Vous savez que le problème, c'est que les véhicules électriques sont hors de prix. La CGT porte depuis 10 ans le projet d'un véhicule électrique produit en France qui pourrait être vendu autour de 15 000 €. Et donc, on voit bien qu'on peut faire de l'environnemental et du social. Pourquoi est-ce que les constructeurs de véhicules ne le font pas? Parce que ça dégage moins de marge, parce que ça serait un petit véhicule avec beaucoup moins d'options que les gros qui sortent aujourd'hui. C'est des choix stratégiques. Le Japon le fait. Nissan produit au Japon un véhicule électrique entièrement fabriqué au Japon qu'ils vendent autour de 15 000 €. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça en France? Quand EDF, quand Total, quand SEB, quand effectivement LVMH ou Michelin parlent tous d'une sorte de même voix, celle d'ailleurs du MEDEF est très claire, il dit ceux qui partent ont raison de partir. Qu'est-ce que vous leur répondez? Franchement, je suis atterrée, c'est indécent. On est dans un contexte en France où les licenciements se multiplient. La CGT a recensé plus de 300 plans de licenciement et il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ces plans de licenciement, ils ont commencé depuis 9 mois. On n'a jamais eu autant d'aides pour nos entreprises. C'est chaque année 200 milliards qui sont donnés aux entreprises sans condition ni contrepartie. Les impôts des entreprises ont été considérablement baissés. Il y a 7 ans, ils payaient 33% d'impôts sur les sociétés. Maintenant, c'est 25%. La fortune des milliardaires a explosé. Celle de Bernard Arnault a été multipliée par 4, tout comme les dividendes qui ne sont plus taxés aujourd'hui. Donc il faut arrêter de pleurnicher. Donc vous êtes du côté du budget de François Bayrou? Eh bien, le problème de ce budget, c'est justement qu'il n'y a pas assez de justice fiscale. Parce que c'est en deçà... faudrait savoir. C'est-à-dire que ce que je trouve, c'est que c'est indécent de pleurer sur ce budget parce que, encore une fois, ce sont les salariés qui sont mis à contribution. Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget? D'abord, il y a l'austérité pour les fonctionnaires qui, encore une fois, ça fait depuis 10 ans, les fonctionnaires ont perdu quasiment 20% de salaire en euros constants. Et ça, c'est grave, personne ne le dit. Ces mêmes fonctionnaires, on leur dit que le niveau d'indemnisation en cas d'arrêt maladie va encore baisser. Dans ce budget, les salariés du privé vont aussi avoir une baisse de leur indemnisation en cas d'arrêt maladie. Et les collectivités territoriales, par exemple, sont soumises à une cure d'austérité qui a déjà un impact dans le secteur de la culture, dans le secteur de l'immobilier, etc. Est-ce que ça veut dire, Sophie Binet, que vous considérez qu'il faut censurer ce gouvernement? La CGT n'a pas à prendre position sur cette question, on l'a jamais fait, on le fera pas. Évidemment, nous avons besoin de stabilité pour le pays, notamment pour agir sur les licenciements, personne ne fait rien, mais cette stabilité, elle se fait, pour durer, un gouvernement doit répondre aux urgences sociales. Et le problème, c'est que ce gouvernement, comme le précédent, ne le fait pas, puisqu'il n'y a toujours rien contre les plans de licenciement, alors que ça fait 9 mois qu'on alerte, il n'y a rien sur les salaires, alors que c'est la préoccupation numéro 1 des Françaises et des Français, et que ce gouvernement a refusé de bloquer la réforme des retraites. On va revenir sur tout ce que vous avez dit sur les licenciements, les salaires et les retraites, avec la question évidemment de votre participation ou non au conclave sur la réforme, en tout cas la discussion sur une réforme de la réforme des retraites. Mais si je vous entends bien, vous êtes un peu comme les socialistes, vous êtes tiraillés entre le fait de se dire il faut maintenir un budget parce qu'il faut quand même une forme de stabilité et en même temps ce budget-là tel qu'il est ne vous satisfait pas. Écoutez, encore une fois, c'est pas la CGT de prendre cette décision-là. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, pour durer, doit répondre aux urgences sociales. Parce que nous, ça nous sert à quoi d'avoir un gouvernement qui dure et qui ne répond pas aux aspirations des salariés? C'est ça la question. Ça veut dire quoi, rien sur les plans de licenciement? Vous auriez voulu qu'il y ait quoi?
Un moratoire sur les licenciements, ça fait 6 mois que la CGT le demande. Je me félicite d'ailleurs qu'une proposition de loi a été déposée et qu'elle va être examinée par l'Assemblée nationale le 20 février prochain. Il faut aussi des mesures d'envergure pour défendre notre industrie. C'est ça que les grands patrons devraient dire. Par exemple, des mesures pour faire baisser les prix de l'énergie qui coulent notre industrie, des mesures pour protéger les sous-traitants par rapport aux donneurs d'ordre, des mesures pour permettre aux petites entreprises de se financer plus facilement. Voilà ce qu'il faut mettre en place. Sur la question du coût de l'énergie, je fais juste une petite parenthèse, mais à propos de ce budget et de la position, alors on a parlé du PS, mais dans la position du RN, il y a un point sur lequel ils sont en particulier extrêmement vigilants, c'est la question de la fabrication du coût de l'énergie, c'est-à-dire en gros de comment est-ce qu'on en arrive à la facture finale pour les Français. On le sait, il y a toute cette question, ça fait 4 ans que tous les politiques en parlent. La règle au niveau européen, c'est que quel que soit le prix auquel vous produisez votre électricité, c'est-à-dire nous en l'occurrence on la produit plutôt moins cher via les centrales nucléaires, on la paye finalement quand même plus cher qu'on ne la produit parce qu'on doit tenir compte du dernier qui produit en Europe. C'est un peu abscon, mais enfin ça fait un bout de temps qu'ils se disent si on veut pouvoir sortir de ça, il faut qu'on fasse comme l'Espagne, comme Portugal, qui sont sortis de ces règles. Oui. Dans ce budget, il n'y a pas de sortie de ces règles. Non. Le RN insiste en disant il faut sortir de ces règles. Vous êtes d'accord ? On n'est pas d'accord avec le RN, mais en l'occurrence, cette règle est complètement absurde. Enfin, là, vous êtes d'accord avec le RN. Non, parce que je pense que sur le RN, mais je pense que sur la proposition, on n'est pas d'accord à la fin. Ces règles sont absurdes et elles bénéficient d'abord à des gens comme Total qui se sont énormément enrichis sur la spéculation sur les prix de l'énergie, avec en plus l'argent public, avec le bouclier énergétique qui a coûté un pognon de dingue, si je reprends les termes d'Emmanuel Macron. Et donc oui, il faut sortir l'énergie de la spéculation et revenir sur les tarifs de long terme pour les particuliers et les entreprises en matière d'électricité comme en matière de gaz. Lorsque vous voyez qu'il y a les grands patrons, ok, on a compris, et vous dites d'ailleurs des grands patrons, et vous maintenez ce propos ce matin, qu'ils coulent l'économie française. Et puis, il y a les moyens ou petits patrons, par la voix de leurs nouveaux représentants, à la CPME notamment, ils tiennent exactement le même discours que les grands patrons. Et quand vous regardez effectivement les chiffres, notamment des faillites d'entreprises volontaires, c'est-à-dire des patrons qui, d'eux-mêmes, finissent par lâcher l'affaire, littéralement lâcher l'affaire. Ces chiffres ont explosé le mois dernier. Est-ce que eux aussi sont comme les grands patrons en train de couler l'économie française? Non, moi ce que je dis aux petits patrons, et ils le savent d'ailleurs, c'est que le premier motif de faillite des entreprises, c'est les délais de paiement et donc encore une fois le comportement des grandes entreprises vis-à-vis des petites. Le deuxième motif de difficulté, c'est l'accès au financement parce qu'aujourd'hui les banques spéculent sur l'économie au lieu de la financer et les petites entreprises sont envoyées sur les marchés. Donc il faut des banques pour financer notre industrie en France sur le moyen long terme. Il y a besoin de mesures massives pour aider les petites entreprises qui, en France, vont beaucoup plus mal qu'ailleurs en Europe. Mais est-ce que ça veut dire que vous estimez que les moyens ou petits patrons, eux, ne coulent pas l'économie française en faisant ça, en se mettant en faillite? Mais non, mais la différence entre les petits patrons et les gros, c'est que les petits patrons ne délocalisent pas. Les petits patrons, quand ils se mettent en faillite, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Donc il y a les gentils patrons et les méchants patrons, il y a un peu le bon et le mauvais chasseur, quoi. Mais enfin, quand même, à la fin, ça reste des patrons. Ça reste des patrons et on a des conflits aussi avec les petits patrons. Ça, je vous rassure sur ce point. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, sur la situation de l'économie du pays, ce sont les grandes entreprises qui asphyxient les petites et qui remontent la valeur vers les dividendes et vers les actionnaires. Ce sont aussi elles qui captent toutes les aides publiques et c'est cela qu'il faut changer. La différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, il y a une solidarité sur la chaîne de valeur entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. C'est pas du tout le cas en France. Il suffit de regarder ce qui se passe dans l'automobile, encore une fois, avec le patron de Renault que nous allons interpeller demain avec une action des salariés de Renault. Vous allez interpeller demain le patron de Renault ? Oui, à l'Assemblée nationale, puisqu'il va être entendu à l'Assemblée nationale. Et nous souhaitons qu'il s'explique sur sa stratégie industrielle, notamment en direction des sous-traitants, avec cet exemple particulier des fonderies de Bretagne, qui est juste inacceptable, puisque le patron de Renault s'apprête à faire fermer une entreprise de 350 salariés qui va très bien, tout simplement parce qu'il envoie ses volumes en Turquie, au Portugal et en Espagne. Plus globalement d'ailleurs, tout le secteur de l'automobile crie l'alerte en disant qu'aujourd'hui, la baisse du nombre de ventes et en particulier le non-décollage des ventes d'électrique alors qu'ils ne produisent de plus en plus que de l'électrique avec cette règle de 2035 et de la fin de la voiture thermique. Est-ce que de ce point de vue-là, vous êtes plutôt solidaire de l'industrie automobile en disant peut-être qu'il faut revoir cette règle de 2035, en tout cas réfléchir à un assouplissement
autour de tout simplement le nombre de voitures électriques qui ne trouvent pas preneur aujourd'hui? En fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est un déficit d'anticipation. C'est que quand même, la question environnementale, on la découvre pas. Ça fait des années qu'on aurait dû anticiper là-dessus et ces grands patrons ont refusé de s'adapter. Mais oui, mais c'est comme sur le diesel où on nous a enfermés en France sur le diesel. C'est les mêmes qui ont empêché l'apparition d'études sur la pollution du diesel, etc. Et le deuxième problème, ce sont leurs choix stratégiques où ils ont fait le choix de prioriser des gros véhicules très chers qui effectivement ne se vendent pas puisque qui peut acheter un véhicule à 40 000 €, voire beaucoup plus? Personne. Alors que des véhicules à bas coût électriques, on sait faire et donc on sait faire en France. Donc c'est leurs choix stratégiques qui sont problématiques. Sophie Binet, sur la question des retraites, est-ce que vous participerez au conclave, au lieu de discussion avec vos autres partenaires sociaux pour réformer la réforme des retraites? Alors, il n'y a pas de conclave, c'est le Premier ministre qui nous l'a confirmé. Il va y avoir des concertations sur la question des retraites. Et donc, la CGT, évidemment, va utiliser cette brèche pour exiger l'abrogation de cette réforme qui est extrêmement violente, qui fait des ravages, puisque aujourd'hui, on est maintenant à 62 ans et demi. Pour partir en retraite, il faut attendre 62 ans et demi. Et le nombre de chômeurs de plus de 62 ans explose déjà. Donc, cette réforme, elle est déjà extrêmement nuisible. Il faut la bloquer immédiatement. J'ai pas tout à fait compris. Vous avez dit on va utiliser cette faille. Est-ce que ça veut dire que vous participerez à ces négociations? Oui, c'est la stratégie du pied dans la porte. Nous participerons pour exiger l'abrogation de cette réforme des retraites. Pour exiger l'abrogation, si les discussions permettent, au fond, effectivement, de gagner peut-être 6 mois, vous dites 62 ans et demi, de revenir un peu en dessous, d'améliorer la question de la retraite pour les femmes, l'égalité hommes-femmes, la question de la pénibilité, est-ce que vous estimerez que c'est déjà mieux que rien ? Eh bien, tout dépend de ce qui va venir dans ces discussions. Notre objectif, encore une fois, c'est d'abroger cette réforme parce que c'est ce que porte l'ensemble des organisations syndicales. Et je le dis, si le compromis sur lequel on voulait nous faire accoucher était, par exemple, 63 ans, 63 ans, ça veut dire défaire seulement un tiers de la réforme. 63 ans, c'est un recul par rapport à aujourd'hui parce qu'on est à 62 ans et demi aujourd'hui et que c'est déjà une catastrophe. L'objectif de la CGT au moyen terme, c'est 60 ans. Nous pensons qu'il faut le droit à la retraite à 60 ans. Et donc, ce que nous allons chercher dans ces discussions, c'est l'abrogation de la réforme des retraites et des mesures pour la pénibilité. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le dialogue social est de retour ? Écoutez, on attend de voir le résultat. Pour l'instant, tout cela reste très nébuleux. Il y a beaucoup d'affichage, mais pour le résultat, pour l'instant, on n'en a pas les fruits. Quand vous voyez que le patron du MEDEF dit ceux qui partent, à propos des patrons qui délocalisent, ont raison de partir, est-ce que vous vous dites, avec quelqu'un comme ça, Patrick Martin, on va pouvoir vraiment discuter ? Évidemment que c'est une déclaration très inquiétante. Mais voilà, la CGT, de toutes les manières, sait que nous avons des intérêts contradictoires avec les patrons, notamment les plus grands d'entre eux. Et c'est le rapport de force qui fait changer les choses. Donc ce qu'il faut, c'est que les salariés continuent à se mobiliser pour se faire entendre. Quand vous dites c'est le rapport de force qui va finalement faire bouger ou non les choses, est-ce qu'au-delà des salariés, vous appelleriez à nouveau les Français à descendre dans la rue ? Oui, il y a déjà des initiatives de mobilisation qui sont prévues. Par exemple, le 8 mars, une grande journée de manifestation pour les droits des femmes, lors de laquelle nous exigerons l'égalité salariale, puisque je rappelle que les femmes sont toujours payées un quart en moins que les hommes, et que si on daignait payer les femmes autant que les hommes, il n'y aurait pas de déficit en matière de retraite. Donc, il y aura des initiatives de mobilisation, c'est sûr. Je repense à un mot que vous avez prononcé tout à l'heure. Vous avez demandé le moratoire sur les licenciements. Je vous repose la question parce que j'ai pas tout à fait bien compris. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ça doit être un gel des licenciements pendant 6 mois? Oui, tout à fait. C'est un gel des licenciements pendant 6 mois. Et nous serons d'ailleurs après-demain à Bruxelles avec tous les syndicats européens, tout à fait, pour exiger ce moratoire des licenciements au plan européen parce que c'est une revendication qui est portée par les autres organisations syndicales européennes. Donc ça veut dire que vous considérez qu'il faudrait stopper net, interdire tout licenciement pendant 6 mois? Il faut l'interdire, le temps de chercher un repreneur et de trouver une solution pour ces entreprises. Parce qu'en fait, si on laisse faire aujourd'hui ces 300 plans de licenciement que la CGT a recensés, c'est notre tissu industriel qui s'en va. Et reconstruire le tissu industriel, c'est des dizaines d'années de travail. Notre industrie aujourd'hui est à un niveau
critique et donc on ne peut pas laisser notre industrie partir. Je vais vous prendre un dernier exemple. Allez-y. Vencorex en Isère, c'est une plateforme chimique. C'est une entreprise de 450 salariés. Si elle ferme, c'est 5000 emplois qui sont supprimés. C'est un coût environnemental de dépollution du site d'1 milliard d'euros. Eh bien, nous, notre revendication, c'est d'avoir une nationalisation temporaire de l'entreprise parce que c'est un enjeu stratégique au vu des productions de l'entreprise. Merci. Il faut que le gouvernement réponde. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.